On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 25 septembre 2024, bienvenue à ce tout nouveau podcast de la Commission athlétique, le podcast Radar, qui, je pense, va devenir rapidement un incontournable pour les amateurs de hockey. C'est un honneur, un privilège de l'accueillir dans la grande famille de BPM Sport et dans celle de la Commission athlétique. Avec ce nouveau podcast, il est un des informateurs les plus pluggés à travers le monde. Monsieur Pierre Lebrun, comment ça va? Écoute, c'est excitant. On commence. C'est le moment, là, Anthony. Ça fait quelques semaines qu'on planifie, puis je suis pas mal excité. Ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble cette année. Rapidement, Pierre, à grosso modo, à quoi on peut s'attendre de ce nouveau podcast Radar? Ben, écoute, je pense que nos intentions, c'est de partager, écoute, ce que j'entends à travers la Ligue. Évidemment, que le Canadien numéro 1 dans le marché au Québec, mais je pense que ce que je veux faire, c'est de partager ce qui se passe dans le restant de la Ligue, avec les dirigeants, qu'est-ce que j'entends dans les coulisses, puis ce qui se passe à travers la Ligue. Je pense que c'est important parce qu'à la fin de la journée, ça fait des liens aux Canadiens. Alors, c'est ça que j'espère de faire. Puis là, je vois que tu as un chandail pour essayer d'attirer la faveur du public, là, parce qu'avec les Nordiques, là, d'après moi, ça va faire réagir pas mal, là. Ben écoute, ça me manque pas mal les Nordiques. Et d'ailleurs, j'ai toujours aussi l'affaire des Whalers Hartford en moi dans mon studio. Puis j'ai toujours, tu sais, je manque les équipes qui sont plus dans la Ligue, mais les Nordiques, évidemment, j'ai grandi avec les Nordiques, les Canadiens. À Hearst, dans le nord de l'Ontario, une petite ville très francophone, dont Claude Giroux, des sénateurs, est natif. Et puis, à Hearst, dans le temps, Canadien Nordique, c'était vraiment les deux équipes. Et puis, j'étais Canadien comme enfant, mais les Nordiques me manquent. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que durant les années, à cause de mon travail, j'ai gardé des liens avec Peter Stachny et Michel Goulet, qui était dépisteur pendant plusieurs années dans la Ligue nationale. Bon, on continue de se parler une fois de temps en temps. On s'envoie des messages textes. Il y a un sens d'humour incroyable, Michel Goulet. Puis il connaît tellement bien le hockey. Et Peter, ça fait quelques fois durant les années que je fais des entrevues avec, dont il y a 2 ans, dans l'athlétique, les 100 meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue, et j'ai eu l'honneur de faire Peter Stachny, et puis une chronique sur sa carrière. Et puis c'est un gars tellement intelligent, très intéressant, toute sa carrière après le hockey, Peter Stachny. Alors, oui, Stachny, Goulet, pour vous dire grand-chose après ça. Ouais, ça, c'est des très grands noms qui ont passé ici, effectivement, dans la province. Puis ça fait partie de notre histoire, donc je suis content que tu portes ce chandail-là des Nordiques de Québec. Et Pierre, avant qu'on commence, je vais juste faire une petite mention sur youbet.io, un site où est-ce que tous les paris de la Ligue nationale se retrouvent, et ça, sans commission. Ça vous offre les meilleures cotes au monde, donc si ça vous intéresse, tous les matchs de la Ligue nationale de hockey se retrouvent sur youbet.io. Pierre, tu l'as dit, on va regarder ensemble ce qui se passe à travers la Ligue nationale de hockey, les rumeurs, les tractations, les potentielles transactions. On est dans une période où est-ce que les contrats font énormément réagir. Je lisais un papier que tu as fait un peu plus tôt sur Igor Shesterkin, le gardien de but qui tente de devenir le gardien de but le mieux payé de la Ligue nationale. Mais même ça, c'est peut-être pas encore assez pour Igor. Hey, c'est probablement la négociation la plus intéressante cette année dans la Ligue nationale. Écoute, je sépare le fait que Connor McDavid, l'été prochain, va probablement signer un nouveau contrat avec les Oilers, ou peut-être que non, mais d'une façon ou l'autre, ça va être une grosse histoire. Mais ça, pour moi, ça, c'est l'histoire pour l'année prochaine. Pour cette année, la négociation de Igor Shesterkin, c'est tellement unique et intéressant parce que, comme tu le sais, les gardiens de but, ils ont de la misère à faire des gros salaires maintenant dans le hockey moderne. On a vraiment vu ça, là, que depuis que Carey Price a signé pour 10,5 millions et Bobrovsky pour 10 millions, les gardiens de but ont comme reculé un peu dans leur salaire comparé à les gros joueurs d'avant, les grands défenseurs. Et la raison pour ça, c'est que quand je parle aux formations de la Ligue nationale, quand je parle aux dirigeants, il y a vraiment une philosophie que c'est moins... l'investissement est moins garanti
chez les gardiens de but aujourd'hui. Premièrement, il y a plusieurs équipes qui partagent le filet à 60-40, 50-50. Alors, côté, les numéros 1, il y en a moins qu'avant. Les numéros 1 qui jouent 60 matchs. Alors ça influence les salaires. Mais en général, je te dirais aussi que, d'ailleurs, quand j'ai parlé avec Doug Armstrong récemment, le directeur général des Blues de Saint-Louis, il a fait un commentaire qui m'a tellement resté que moi. J'ai demandé au fait que le Canada dans les Olympiques en Italie en 2026, et d'ailleurs aussi dans l'événement Four Nations qui s'en vient cette année. Tu sais, le Canada, c'est pas la même profondeur dans les buts que le Canada avait dans les autres années. Non. Puis sa réponse sur cette question, tu peux le prendre de plusieurs façons, mais sa réponse, c'était que son opinion, c'est que la différence entre les meilleurs gardiens au monde et la deuxième et troisième vague est beaucoup moins qu'avant. Que premièrement, on n'a pas vraiment un Martin Brodeur, un Patrick Roy, un Dominique Hasek comme avant. Puis les gars qui sont dans la deuxième et troisième vague sont beaucoup meilleurs que les gardiens d'avant. Alors, écoute, ça répond à faire avec le fait que le Canada a des décisions difficiles dans les buts. Mais moi, je prends cette réponse-là pour appliquer ça à ce qui se passe maintenant avec les gardiens de but puis leur contrat. C'est qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ne croient pas que ça fait du sens de dépenser beaucoup d'argent sur un gardien numéro 1. Puis on l'a vu, je veux dire, Connor Hellebuyck, l'été 2023, écoute, c'était fait. Son agent avait dit aux Jets, on ne signe pas, t'es bien de nous échanger. Mais à travers de ça, l'agent pour Hellebuyck était capable d'aller voir au marché combien d'argent il peut aller chercher pour son client. Qui était étonné au résultat de ses recherches parce qu'il n'y avait pas vraiment une équipe qui était prête à payer Connor Hellebuyck le gros argent qu'on voulait pour un gars qui a gagné deux trophées Vézina. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, c'est que il y a des Jets. Mais je pense que c'était un des meilleurs exemples de ce qui se passe aujourd'hui avec les gardiens de but. Excepté pour Igor Shesterkin. Puis lui, ses agents, ils vont le faire, le gardien le mieux au monde, que ce soit avec les Rangers ou sur le marché le 1er juin l'année prochaine. Ça va arriver. Puis selon mes informations, comme j'ai dit hier, les Rangers ont déjà dit à Shesterkin et ses agents qu'ils sont prêts à le payer plus que le 10,5 millions de Gary Price. C'est là que c'est comme c'est là. Mais en même temps, les Rangers, je comprends, là, puis c'est bien correct parce qu'ils veulent dépenser pour leur gardien de but numéro 1. Parce que ce que tu as avancé est quand même vrai. L'écart s'est rétréci, puis c'est pas vrai que le meilleur attaquant par rapport au pire attaquant est le même écart que le meilleur gardien de but par rapport au pire gardien de but. L'écart est beaucoup plus faible. Mm-hmm. Mais les Rangers ont une masse salariale à respecter. Ils vont avoir des décisions à prendre. C'est pas le seul contrat qui s'en vient. Tu sais, je regarde, Keandre Miller s'en vient, Ryan Lindgren s'en vient, Alexis Lafrenière s'en vient, Capo Caco s'en vient. On a des contextes différents, là, des UFA et des RFA. Mais à un moment donné, Pierre, il va falloir prendre des décisions. Là, on ne pourra pas garder tout ce beau monde-là à New York. Est-ce qu'on est en train d'assister à un virage à New York puis il va y avoir des gros changements à venir dans les prochains mois? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir des gros changements s'il ne peut pas signer Shesterkin. Moi, je pense à la fin de la vie, ils vont être capables de le signer. Mais justement, tu peux faire un point très, très important. Oui, les Rangers ont dit à Shesterkin, on est prêts à faire le gardien le mieux payé dans l'histoire de la Ligue, mais on a quand même une limite. On a une limite parce qu'on a Lafrenière, Miller, etc., qui s'en vient dans un an qu'on doit signer. Alors, ça a été communiqué. Moi, qu'est-ce que je trouve très intéressant, puis j'ai pas une réponse parce que les agents de Shesterkin ne veulent pas partager cette information, mais on sait que les Rangers sont prêts à payer Shesterkin plus que 10,5. Mm-hmm. Alors, c'est quoi le chiffre magique? Parce que si on connaissait le chiffre magique, ça serait fait. C'est pas fait. Exact. Alors, si les Rangers sont prêts à 11,5 millions, puis la réponse est encore non, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 12, 13, 14 millions vu du côté du gardien? C'est des gros montants. Bon, de l'autre côté, Leon Draisaitl vient de signer pour 14 millions par année. Où est-ce que Shesterkin se trouve vis-à-vis Draisaitl dans les meilleurs joueurs au monde? Gardien, oui. Centre. Je pense que la plupart des dirigeants de la Ligue prendraient Draisaitl parce qu'un centre peut faire plus. Mm-hmm. Mais en même temps, Shesterkin, la plupart des équipes sont d'accord, est le meilleur gardien au monde présentement. Alors, c'est quoi le chiffre magique pour Igor Shesterkin? Moi, je pense que les Rangers doivent faire attention. Moi, je ne pense pas qu'ils peuvent aller au-dessus de 12 millions par année. Parce que si tu vas au-dessus de 12 millions, même avec la plafond salarial qui continue de monter à chaque année, on pense,
Je pense que c'est quand même difficile d'avoir de la profondeur dans le restant du mouvement si tu paies un gardien plus que 12 millions. Puis je te dirais, même à 11 millions, ça va être difficile. Ben oui, parce que jusqu'à Jack Eichel, aucun joueur payé plus de 10 millions avait gagné la Coupe Stanley. Là, je comprends que le plafond augmente, donc ces données-là vont Ouais. changer parce qu'à un moment donné, c'est l'inflation puis c'est tout à fait normal. Mais Parce que c'est le reste... pourcentage du plafond salarial. Exact. Le chiffre 10 millions, oui, tu as raison, ça a toujours été un chiffre magique, mais c'est vraiment le pourcentage du plafond salarial. Mais là, de savoir que les Rangers de New York veulent s'entendre avec Shesterkin maintenant parce qu'on ne veut pas négocier avec lui durant la saison régulière, ça ne met pas une pression sur Chris Drury d'y arriver maintenant? Puis est-ce qu'il ne négocie pas un peu avec le petit bout du bâton? Oui, je suis d'accord. Oui, c'est les agents de Shesterkin qui aux Rangers qu'ils ne veulent pas négocier durant la saison. Alors, le 9 octobre, c'est comme une date limite dans cette négociation. Je te dirais, par exemple, écoute, ça fait 30 ans que je couvre de la Ligue nationale. On entend souvent ça, là, des dates limites un peu artificielles. La saison commence. Mais tu sais, si les Rangers envoient le chiffre qu'on voulait le 11 octobre, tu ne penses pas qu'il va signer? Tu sais, alors, je ne suis pas prêt à dire que c'est concret à 100%, là, cette date limite. Mais je pense que c'est une façon des agents de circuit de mettre d'autres pressions sur Chris Drury. Non, écoute, c'est tellement fascinant comme situation parce que ça peut complètement changer la Rangers, l'équipe qui est toujours dans le mix, tu sais, présentement. Mais aussi, faire les Rangers, moi, c'est vraiment le restant de la Ligue et de quoi qu'on pense d'un gardien de but. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que, disons que Shesterkin va au marché ouvert le 1er juillet. C'est vraiment incroyable. La dernière fois qu'un gardien de ce niveau-là sur le marché, c'était Bobrovsky, qui a été cherché 10 millions par année en Floride. Mais Shesterkin, à 28 ans, s'il va au marché le 1er juillet, je vais dire quelque chose. Oui, les équipes ne pensent pas qu'on devrait dépenser sur un gardien numéro 1. Mais si les Leafs perdent encore en première ronde, puis Igor Shesterkin, il est au marché, puis Mitch Marner n'a pas encore signé, tu sais, t'as pas le choix si t'es dirigeant des Maple Leafs, au moins demander à qu'est-ce qu'on peut gagner une série avec Shesterkin ou avec Mitch Marner. Je dis pas que ça va arriver. Là. Non, mais quand même. Puis en fait, par le temps qu'on se trouve au temps de Noël, peut-être que Marner aura signé un nouveau contrat, on verra. Mais je te donne un exemple là, d'une situation où se retrouve là le 1er juillet, puis tu as des bonnes équipes qui sont faites battre encore dans les séries, puis la pression sur les dirigeants. Ouf! La moyenne de carrière d'efficacité pour Shesterkin dans les séries éliminatoires, 9,28. Wow. Mais c'est pour ça que je te dis qu'au final, Chris Drury, s'il ne s'entend pas avec son joueur étoile-là, puis qu'il laisse ça traîner à longueur, puis finalement, du côté du clan Shesterkin, on se garde, on est quasiment rendu, on va tester le marché. C'est peut-être pas 12, ça va coûter, c'est peut-être 13, puis c'est peut-être 14. Surtout si on prend l'exemple de Toronto. Oui. Un gars comme Tavares, le 11 millions va sauter. Peut-être que Tavares va rester, mais il ne restera jamais à ce salaire-là. Fait qu'il y a des équipes, clairement, qui vont être affamées pour lui. C'est pour ça qu'on est un peu coincé là, du côté des Rangers de New York. On va devoir agir rapidement si on veut être capable de s'assurer les services de potentiellement, là, on pourrait s'ostiner longtemps, mais du meilleur gardien de but présentement dans la Ligue nationale. Absolument. Puis, écoute, la raison que c'est une situation tellement difficile, c'est que je pense pas qu'il y ait des réponses qui sont 100%. Je veux dire, tu sais, tu peux défendre, signer Shesterkin parce que c'est le meilleur gardien au monde. Ça, c'est facile. Mais là, tu as des problèmes de plafond salarial après que tu le signes. Exact. De l'autre côté, tu peux regarder au fait que Vegas ont gagné une coupe avec Aiden Hill. L'année avant, Colorado a gagné une coupe avec Darcy Kemper, puis ils l'ont même pas signé après. Je veux dire, il y a des gardiens qui ont gagné la coupe dans les dernières années qui n'étaient pas des grands gardiens, il faut quand même le dire. Puis ça influence ceux qui sont dans le coin de on ne dépense pas sur les gardiens, on dépense sur leurs meilleurs défenseurs et sur nos meilleurs centres. Je comprends. Je veux dire, c'est peut-être ça, le hockey moderne. Mais, tu sais, à la fin de la journée, il y a quand même, comme Bobrovsky, qui a bien fait dans les séries l'année passée, par exemple. Exact. Je m'en allais là, Pierre. Je m'en allais te relancer. Il y a les deux exemples, puis Vasilevski aussi, qui contrebalance de l'autre côté. On verra si Igor Shesterkin est en mesure de ramasser son argent. Un peu comme vous, à la maison, si jamais vous êtes allé de courir après votre cash, l'application League2Go, ça gère ta ligue de balle, ça gère ta ligue de hockey, c'est des statistiques, c'est des classements en ligne, c'est les remplacements. Concentre-toi sur le jeu. League2Go s'occupe du reste. Moi, je me demande, Pierre, si du côté de Shesterkin, puis je sais que c'est deux situations qui sont différentes,
Mais est-ce qu'on attend dans le clan Swayman que Shesterkin signe avec les Rangers? Dans le sens que si jamais Shesterkin débarque avec un contrat mirobolant puis qu'il vraiment il repousse la limite des gardiens de but, peut-être que du côté de Swayman, on va se frotter les mains parce qu'on va être capable d'aller soutirer plus d'argent du côté des Bruins, ou ce sont vraiment deux situations séparées parce qu'un est agent libre avec compensation puis l'autre sans compensation? Ouais, c'est un point important que tu viens de faire. Écoute, c'est sûr que ça pourrait aider leur cause si Shesterkin signe bientôt pour que ça mette un nouveau chiffre, là, parce que Shesterkin veut vraiment refaire le marché des gardiens. Et tu viens de mentionner un aspect très, très, très important. Même l'agent de Swayman reconnaît le fait que Swayman, à cause que lui est agent libre avec restriction, c'est pas le même marché en principal dans la convention collective. Mais à la fin de la journée, c'est un des meilleurs gardiens au monde. Puis si Chester va chercher du 11-12 millions, Swayman, lui, s'il demande 7, 8, 9 millions, il y a quand même peut-être plus de confiance à le faire dans un nouveau marché des gardiens. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, il y a aussi des contrats que les Bruins peuvent pointer. En fait, on vient comparer des joueurs autonomes dans les différentes classes. UC Saros, lui, il était comme Shesterkin. Lui, il aurait pu être joueur autonome sans compensation l'été prochain. Lui, il a signé 8 ans, 7,4 millions par année. Alors, ça serait difficile pour Swayman, selon moi, d'essayer d'aller chercher le même contrat, sinon plus que Saros, quand Saros est beaucoup plus établi. Et lui, il avait le moyen de demander plus comme joueur autonome sans compensation. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant comme situation. Mais le problème pour les Bruins, c'est que lorsqu'ils ont été échangés Hallmark à Ottawa, ils ont vraiment manqué. Oui, c'est ça. OK, ils ont été allés chercher Korpisalo, mais c'est ça un des problèmes. Mais tu sais, les Bruins, il faut quand même le souligner, les Bruins, c'est un peu leur histoire en général. Puis d'ailleurs, moi, je le respecte. C'est que les Bruins, c'est toujours des négociations assez difficiles. C'est la raison que leur plafond salarial, en général, dans l'époque du plafond salarial, est toujours un des meilleurs. Même David Pastrnak, c'était clair qu'il était pour signer. Ça n'a pas été facile, cette affaire-là. Je peux te dire, en parlant avec l'agent de David Pastrnak, JP Barry, ça a été toute une négociation. Le propriétaire était mélangé là-dedans. Tu sais, c'est tellement évident à la fin de la journée que Pastrnak a signé, je ne me rappelle plus, je pense que c'est 12 millions ou 11 millions. 11,25. 11,25. Mais tu sais, ça a été toute une affaire pendant 2 ans de se rendre là pour Pastrnak. Alors, c'est un peu leur style, les Bruins, que oui, on aime leurs joueurs, mais on essaie de sauver de l'espace, le plafond salarial, pour qu'on ne se trouve pas dans une situation où on a 3-4 joueurs qui font tout l'argent. D'ailleurs, un peu comme à Toronto. Puis, c'est pour ça que c'est une négociation difficile. L'autre côté, c'est que Swayman, quand tu parles aux gens qui sont proches de lui, c'est un gars qui est très fier, très confiant. Puis, tu sais, c'est pas juste l'agent là, qui pousse comme c'est là. C'est le joueur lui-même qui croit très fortement que c'est son tour, c'est le temps, qu'il y a un des meilleurs gardiens, puis il veut se payer. Alors, on a quand même des personnalités assez intéressantes dans cette négociation. Mais tu vois, tu as soulevé des points que je trouve super intéressants. Je fais le parallèle entre les Prédateurs et les Bruins. Du côté de Saros, peut-être que lui, il était confortable à Nashville, puis il voyait qu'Askarov s'en venait. Donc, il y a peut-être une partie de ça qui se disait « Je vais prendre un peu moins d'argent parce que je veux être celui sur lequel on mise et qu'on transige l'autre. » Tandis que du côté des Bruins, on a laissé partir Hallmark. Donc là, Swayman a vraiment toutes les cartes dans son jeu. Fait que ça, je trouvais ça un peu... tu sais, je comprends qu'il y avait un premier choix total puis qu'on était un peu pressé par le repêchage qui arrivait à grands pas lorsque la transaction a eu lieu. Mais moi, ça m'a surpris. Autre point que je trouve intéressant, tu as parlé du contrat de David Pastrnak. C'est un contrat qui est survenu après la retraite de Patrice Bergeron. Est-ce que Patrice Bergeron, qui n'est plus dans le vestiaire, cette échelle salariale-là, cette culture-là au sein du vestiaire des Bruins, elle ne s'est pas un peu effritée, Pierre, parce que lui, on dirait qu'il était un peu la colle qui faisait en sorte que tout le monde était dans les rangs du côté des Bruins de Boston, puis ça a amené du succès à cette formation-là pendant des années. Ben, c'est un bon point, mais il en reste un autre dans le vestiaire qui a fait beaucoup moins d'argent dans sa carrière qu'il aurait dû faire quand on regarde son succès, puis c'est Brad Marchand.
Brad Marchand, durant ses grandes années, a payé beaucoup moins que les joueurs qui étaient à son niveau offensivement. Puis on est d'accord que c'est pas juste le jeu offensif qui fait que Brad Marchand est un joueur très spécial durant sa carrière. Mais Brad Marchand n'a jamais fait de la grosse argent comparé, c'est sûr que c'est de la grosse argent, mais comparé au niveau qu'il aurait dû faire. Et puis lui aussi, il a fait des commentaires durant les années que, tu sais, tout le monde en prend moins ici parce qu'on veut gagner, etc. Il en a fait des commentaires de même, Brad Marchand. Alors, il est encore là, lui, dans le vestiaire. Alors ça, c'est vrai. à ton point, ça serait intéressant de savoir peut-être. En général, les coéquipiers, ça encourage toujours. On veut toujours que les coéquipiers se font payer et qu'ils sont contents. Mais je veux juste te dire que oui, Patrice est en retraite. Et Brad Marchand fait partie de cette génération qui ont pris moins d'argent pour que les Bruins aient plus de profondeur. Oui, mais Brad Marchand a moins la cote ici au Québec, fait que c'est pour ça qu'on peut se le permettre un peu. Oh, oui. Pierre, là, Don Sweeney est sorti dans les médias pour avancer la fameuse date du 1er décembre, date à laquelle tu dois absolument signer, sinon tu n'es pas admissible à jouer. Il n'avait pas l'air trop content, honnêtement, le DG des Bruins, lorsqu'il s'est présenté. Comment ça va se régler, cette situation-là? Si tu avais un petit 2$ à mettre, est-ce que Jeremy Swayman va être en uniforme pour le premier match de la saison des Bruins? Écoute, c'est toujours difficile à prédire. Moi, je prédis que ça va se faire proche du début de la saison. Tu sais, les gens regardent toujours des dates limites. La première date limite ou pression, c'est le début de camp d'entraînement. Dans ce cas ici, ça n'a eu aucun effet. Je pense que 8-9 octobre, c'est à retenir dans ce dossier. Je pense que Swayman, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir aller trop loin dans la saison sans signer. Écoute, peut-être que je n'ai pas raison, là, mais je veux juste te donner mon opinion là-dessus, parce que je pense qu'il va vouloir signer à quelque temps. Mais écoute, il y a un agent qui, Louis Gross, est l'agent de Jeremy Swayman, puis Louis Gross a eu des grosses négociations durant ces années. D'ailleurs, c'est lui qui était l'agent pour William Nylander. Cette négociation qui était assez difficile avec les Leafs de Toronto l'année passée. Louis Gross, lui, qui, si son joueur est prêt à accepter son plan, Louis Gross, qui a connu des négociations assez difficiles durant les années avec les équipes. Quand je parle aux dirigeants d'équipe, on parle d'agents. Louis Gross, c'est un gars qui a beaucoup de respect. On sait que s'il lui a décidé qu'un certain chiffre, ça va être difficile de sortir de ce chiffre. Mm-hmm. Non, ça, c'est intéressant à surveiller. Là, les Bruins sont coincés là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas une porte de sortie de tout simplement transiger Jeremy Swayman et se retourner vers un autre gardien de but à travers la Ligue nationale où on écarte complètement cette option-là du côté d'état-major des Bruins? Présentement, je ne pense même pas que c'est une conversation chez les Bruins. Non, okay. On veut absolument le signer. Tu sais, si on a encore cette conversation en mi-novembre, on se demandera la question encore. Mais bon. Présentement, ça ne fait même pas partie des options chez les Bruins. On a décidé que Swayman, c'était le gars après qu'on a échangé Hallmark. On est pas mal encore là-dessus. Oui, puis Swayman fait quand même partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey, disons-le. Le top 10, c'est assurément de la Ligue. Et après ça, peut-être que ça descend un petit peu, donc je peux comprendre du côté des Bruins. Bon, parlant d'Hallmark, Pierre, ton collègue Chris Johnson a révélé que Steve Staios n'avait pas encore amorcé les négociations avec son nouveau gardien de but. Là, les partisans des Sénateurs, on est-tu dans un nouveau chapitre Alex DeBrincat 2.0 d'accueillir un gros nom à gros prix? Puis on va l'avoir juste un an avec nous. Là. On en est où dans le dossier de Hallmark? Ben, c'est un risque. Moi aussi, je regardais hier et puis ce que je m'ai fait dire par quelqu'un qui connaît ce qui se passe là-dedans, c'est que ni l'équipe, ni le joueur, ni l'agent, personne est pressé. Je pense que l'idée, c'est que les Sénateurs croient que lorsque Hallmark va comprendre ce qui se passe à Ottawa, avec l'organisation, Nouvelle-Ville, qui va comprendre qu'il va vouloir rester. Et puis là, on va commencer une négociation. Alors, je pense qu'on est encore confiant chez les Sénateurs qu'éventuellement, on va avoir de la fenêtre où c'est le temps de commencer ça et on va vouloir le signer. Mais ça aussi, Hallmark, c'est un gars intéressant parce que je peux dire avec confiance que ça m'a été confirmé à date limite l'année passée. Hallmark a dit non à un échange, les Bruins. Oh. Puis il savait, Hallmark, qu'il était pour déménager éventuellement parce que Swayman était pour être le gars. Mais c'est juste pour partager un peu
Puis je pense que c'était les Kings de Los Angeles, l'équipe dont on dit non. Mais c'est parce que c'était pas, il était pas prêt pour ça durant la saison. Il voulait aider les Bruins à aller gagner une coupe l'année passée. Alors, il savait que c'était l'été où il était pour faire sa décision, puis il l'a fait. Il a accepté un échange au sénateur. Mais je vais juste donner un petit glimpse là, dans Hallmark, que c'est un gars qui est capable de prendre des grosses décisions, puis pas juste de faire ce qui se fait dire, tu sais. Alors, on verra ce qui se passe dans les négociations, mais oui, c'était absolument un risque quand Ottawa a échangé pour Hallmark qu'on avait seulement 1 an sur son contrat. C'est la réalité. Oui, effectivement, c'est la réalité, puis ça pourrait leur revenir en plein visage. On leur souhaite pas, puis on a hâte de voir effectivement comment Steve Staios va gérer ce dossier-là. Donc, Hallmark avec les Kings, ça, c'était une possibilité. Donc, eux qui se sont retournés finalement vers Darcy Kuemper dans cette grosse transaction, évidemment, comme tout le monde le sait, avec Pierre-Luc Dubois. Pierre, parlant de contrats puis de joueurs qui ont signé, il y en a eu beaucoup qui ont été très médiatisés. Il y en a même un qui a décidé de laisser de l'argent sur la table. C'est Nick Crosby, qui décide encore une fois, après tant d'années, d'être à seulement 8,7 millions de dollars. Je te l'ai dit en début de podcast, McDavid, ce sera la grosse histoire l'année prochaine. Mais est-ce que ça ne lui met pas une pression supplémentaire, McDavid, quand tu vois des gars comme Crosby qui prennent moins de sous pour essayer de garder l'équipe compétitive et les Oilers sont étouffés par la masse salariale? Puis je suis pas en train de dire que Draisaitl ne mérite pas ses 14 millions. Mais il n'y a pas ici une pression qui est placée par Sidney Crosby. Et est-ce que les agents et les joueurs, ça a été comme mal reçu de voir les capitaines des Pingouins, de prendre aussi peu d'argent? Ça n'a pas été mal reçu du tout du côté de Crosby parce que il a 36 ans et il est à la fin de sa carrière. C'est sûr que c'est différent pour McDavid, justement, pour répondre à ta question. C'est qu'il y a 2 pressions très différente sur Connor McDavid dans son prochain contrat. Il y a la pression à l'interne de tout faire pour essayer d'aider l'équipe à gagner, peut-être à prendre un peu moins. Pas moins que son salaire présentement, mais moins qu'il pourrait faire. Mais l'autre pression, c'est à travers la Ligue, c'est que Connor McDavid, franchement, il devrait faire 20 millions par année au moins. C'est le meilleur joueur au monde, c'est même pas proche. C'est le joueur que les autres des autres équipes veulent aller voir dans leur after-out lorsque les Oilers sont en ville. Exact. Il n'y en a pas de maximum sur Connor McDavid, à part le maximum qui est dans la convention collective. Ouais. Alors, ces 2 pressions sont différentes. C'est sûr qu'il veut gagner, mais aussi, s'il fait un salaire assez haut, ça aide les autres négociations à travers de la Ligue. Alors, ça, c'est l'histoire de la Ligue, ça a toujours été de même. Il faut se rappeler aussi que lorsque McDavid a signé son contrat de 8 ans, là, qui reste 2 ans l'année prochaine, c'est lui, à la dernière minute, je pense que les gens le savent, cette histoire, là, mais juste pour répéter, c'est McDavid, à la dernière minute, dans cette négociation, qui a en fait baissé son salaire à 12,5. Il était pour faire plus que ça lorsqu'il a signé il y a 6 ans. Parce que, justement, il voulait faire sûr que les Oilers pouvaient bâtir une équipe pour gagner. Alors, dans le cas de Draisaitl, je ne blâme absolument pas d'aller chercher son 14 millions parce qu'il s'est pas fait payer à son niveau pendant tellement d'années, à 8 millions par année. Alors, on lui en doit. Et d'ailleurs, je peux te dire que les gens pensaient qu'il a pris son maximum à 14 millions. Je peux te dire qu'il y a bien des équipes qui paieraient ce gars-là 15 à 16 millions. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais dans ces négociations avec les Oilers, est-ce qu'il a laissé de l'argent sur la table? Parce qu'il y avait eu la fameuse réunion là, qui a circulé entre les joueurs étoiles des Oilers qui se sont réunis pour dire on va en prendre un peu moins pour garder l'équipe compétitive. Et que là, après, tu vois que Draisaitl établit une nouvelle marque dans la Ligue nationale. Mais c'était-tu 14 millions qui a été offert par Stan Bowman ou c'est lui qui a dit, garde, je vais en prendre un petit peu moins, je vais m'arrêter à 14? Écoute, je peux pas te dire à 100% les chiffres à la fin de cette négociation, mais je peux dire une chose de quelqu'un qui était là-dedans, que le chiffre aurait pu être plus haut. OK. Puis Draisaitl a dit 14, c'est correct. OK. Alors, ça répond à ma question. Puis ouais, c'est ça. Parce que le plafond salarial continue de monter, puis il faut vraiment que tu regardes le pourcentage du plafond salarial et non seulement le salaire. Et puis écoute, dans 1 an, dans 2 ans, il y a des contrats qui vont continuer, je pense, de surprendre. Puis justement, c'est la raison qu'on a commencé avec Shesterkin, mais je pense qu'on doit s'habituer à une nouvelle réalité avec le plafond salarial qui continue de monter
de 4-5 millions par année, les salaires sont en veille de commencer à vraiment sauter. Puis c'est une des raisons que d'ailleurs, Kent Hughes, le Canadien, a fait vraiment une bonne job d'aller signer ces jeunes joueurs de noyau, Slafkovský, Caulfield, parce que tu prends quand même une chance, là, mais à la fin de la journée, je pense qu'il va y avoir des salaires montés pas mal parmi les joueurs vedettes à cause que le plafond salarial continue de monter. Ben, écoute, on en a eu un exemple frappant de ça il y a quelques jours à peine. Dylan Gunter qui signe un peu plus de 7 millions de dollars alors qu'il y a 78 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Clairement, du côté des Coyotes, des E de Utah, on s'attend à ce qu'il continue à progresser. Puis on se dit, écoute, tout à l'heure, le plafond, ça va pas être 88, ça va peut-être être 100 millions, puis ça va peut-être être même plus que ça. Évidemment, il y a un pourcentage maximal par année, là. Mais quand même, fait qu'on prend le risque avec les jeunes joueurs, puis ça se voit de plus en plus. Le point, c'est que Crosby, lui, il a décidé d'aller dans l'autre sens. En même temps, c'est facile. Ouais. Crosby, il a 3 coupes. C'est plus simple pour lui. Il veut rester un pingouin. Il veut être loyal. Je pense qu'il a comme modèle Mario Lemieux. Il a trop de respect pour la franchise. Donc, il s'est dit, garde, 8,7 millions, c'est quand même de la belle argent. Puis dans son cas, je peux dire que je m'ai fait dire dans sa négociation, les Pingouins étaient prêts à lui donner 3-4 ans de contrat. C'est Crosby qui a dit 2, c'est assez. Parce que, tu sais, c'est intéressant parce qu'il y a bien des joueurs dans sa position qui auraient dit oui à 3 ou 4 ans. C'est parce que les contrats sont garantis dans la Ligue nationale, mais c'est Crosby qui a dit je vais suivre 2 ans, puis ensuite on verra. L'autre chose à retenir là-dedans, c'est que je sais qu'il y a bien des gens qui ont réagi à ce contrat-là pour dire bon, fini avec les rumeurs là, que Crosby s'en a joué quelque part d'autre. Je suis pas sûr de ça. Je veux dire, écoute, je pense qu'est-ce qui a fait partie de plusieurs conversations durant l'été, parce qu'écoute, les Pingouins ont fait leur première offre au mois de juin, puis il a signé au mois de septembre. Mm-hmm. Il y a eu beaucoup de conversations sur l'avenir des Pingouins, sur la compétition d'une équipe que ça fait 2 ans d'affilée qui manque les séries. Puis, je te le dis, là, que oui, Crosby, s'il serait en onde avec nous autres présentement, il dirait à 100% qu'il va finir sa carrière avec les Pingouins. Et je pense prédire l'avenir dans le sens que si les Pingouins deviennent une équipe, tu sais, 27, 28, 29e dans la Ligue dans 2 ans, la réalité, c'est qu'il sait, lui, son agent Pat Brisson le sait que c'est une possibilité de faire changer, s'il veut. S'il veut. Mais, puis en fait, la façon que son contrat a été structuré, la plupart de l'argent dans ce contrat de 2 ans est payé dans la première année. S'il se rend dans sa 2e année de contrat, puis les Pingouins sont dans une position difficile, non seulement il y a bien des équipes qui voudraient avoir Sidney Crosby oui. pour des séries éliminatoires, mais en plus de ça, ils n'ont pas besoin de le payer. Ouais. Fait que c'est des choses à retenir là-dedans. Écoute, encore une fois, c'est garanti que Sidney Crosby, présentement, personnellement, publiquement, là, mais personnellement, croit qu'il va finir sa carrière à Pittsburgh. C'est sûr. Mais il ne peut pas prédire. Des fois, les athlètes, ils sont les derniers dans le cercle à comprendre comment ils vont vraiment se sentir s'ils sont dans une situation difficile de même. Là. Si puis peut-être que j'ai pas... Les Pingouins, peut-être qu'ils vont rentrer dans les séries cette année. Tout est correct, mais je veux juste dire que parle-moi dans 15, 18, 19 mois, si les Pingouins, une vieille équipe, ont de la misère, je pense qu'on va avoir la conversation de Crosby encore une fois. Ouais, puis en même temps, Crosby, c'est un athlète qui est fier. C'est l'image des Pingouins, c'est aussi l'image de la Ligue nationale de hockey. Puis, écoute, je suis pas dans les secrets des dieux comme tu peux l'être, mais je suis pas mal convaincu qu'il avait son mot à dire lorsque Carl Dubas a prolongé Malkin et le temps. Lorsque Carl pas Malkin et le temps pour Dubas, là, évidemment, c'est récent Dubas. C'était Ron Extall. C'est Ron Extall, exact. Qui a fait Malkin et le temps, ouais. Mais quand Dubas est allé chercher Carlson, clairement, Crosby avait son mot à dire. Je ne sais pas à quel point ça aurait été bien vu si après tout ça, qu'on ait fait des efforts du côté des Pingouins pour avoir une équipe compétitive, que Crosby, à la première occasion, dise « Moi, je vais aller ailleurs ». Est-ce que ça, tu penses que ça l'a penché dans la balance, dans la réflexion de Crosby cet été, avant d'apposer sa signature à la base du contrat? Absolument. Écoute, il y a eu des discussions très importantes entre Pat Brisson, Sidney Crosby, le propriétaire pas juste Carl Dubas, propriétaire des Pingouins pour savoir où que ça s'en va, c'est quoi la vision. Est-ce qu'on pense qu'on va être meilleur?
tout ça, ça fait partie des conversations. C'est la raison, comme je te dis, que ça n'a jamais été l'argent pour Sidney Crosby. C'est sûr que 8,7, c'était déjà sur la table au mois de juin, mais il a attendu jusqu'au mois de septembre pour signer parce qu'il y a eu une conversation importante là-dedans. Et puis, écoute, moi, je l'ai déjà dit souvent l'année passée, l'année avant, mais je vais le dire encore. Moi, je trouve que les Pingouins ont fait une grave erreur en donnant ces contrats-là, surtout à Malkin et même peut-être à Chris Letang, parce que tu sentais même dans le moment que c'était des contrats peut-être qui n'étaient pas pour vieillir comme il faut. Puis ça, écoute, Chris Letang, c'est un joueur incroyable, Malkin, mais c'est une business à nationale. Ouais. Puis, une des choses qui est difficile pour des équipes qui ont gagné, comme les Penguins, les Capitals, les Kings dans le temps, c'est que tu as l'émotion de vouloir garder des gars qui ont gagné des conquêtes de Coupe Stanley, l'émotion, la loyauté. Mais la réalité, c'est que c'est pas de même. Je donne beaucoup de crédit, franchement, à Julien Brisebois à Tampa Bay, qui fait des décisions difficiles. Écoute, j'ai regardé Stamkos moi-même, là, parce que lui, c'était tellement important pour la franchise. Mais à la fin de la journée, il n'a pas peur de faire des décisions qui sont tellement difficiles parce qu'il veut garder le Lightning dans le mix. Puis moi, je pense que les Pingouins, puis je peux te dire que quand Ron Hextall a signé Malkin et Letang, c'était vraiment la pression des nouveaux propriétaires Fenway. Le Fenway Group venait juste d'acheter les Pingouins. Et puis, ils ont dit à Ron Hextall, « Hey, on ne repartit pas, absolument pas. On doit vendre des billets. Signe Malkin, signe Letang. » La réalité, c'est que moi, je pense que si Ron Hextall s'arrêtait sa décision à lui-même, je pense qu'il aurait laissé au moins aller au marché cette année-là. OK. Parce que je pense qu'il était prêt à commencer à changer le noyau. Parce que t'étais pas obligé de faire une reconstruction complète à Pittsburgh. Tu veux pas, en fait, avoir un Sidney Crosby plus jeune qui se retrouve avec personne autour de lui. Mais si tu échanges Malkin et tu échanges le temps à ce moment-là, puis que tu vas chercher des jeunes, un peu comme l'ont fait les Jets de Winnipeg dans la transaction Pierre-Luc Dubois. Ils voulaient pas mettre l'équipe à terre. Ils voulaient aller chercher des éléments différents, plus jeunes, qui pouvaient leur permettre de gagner. Puis résultat, il y avait encore une excellente formation l'année dernière. Moi, je pense que ça aurait été ça l'avenue à prendre pour les Pingouins. C'est facile à dire après, mais je le pensais au moment que c'est arrivé. Fait que c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis aussi aujourd'hui. Ouais. Un pari intéressant à prendre sur Crosby avec les Pingouins. Je vous invite à le faire via ubet.io. C'est là où est-ce que vraiment les meilleures cotes de la Ligue nationale se retrouvent. Pierre, je veux t'amener sur les offres hostiles. Ça a fait couler énormément d'encre. Y a-tu quelqu'un qui n'aime pas les offres hostiles, honnêtement, dans notre milieu? C'est extraordinaire pour la business. Ça fait jaser, ça fait réagir. Encore une fois, cette année, il y en a eu 2. Belle stratégie, honnêtement, parce que, à mon avis, Doug Armstrong avait visionné une faiblesse du côté des Oilers Edmonton et l'a exploité à fond. Ça a fonctionné. Est-ce que tu penses qu'on va en voir plus des offres hostiles dans les prochaines années ou encore une fois, ce sera de façon sporadique, une fois de temps en temps, peut-être aux 5-6 ans? Oui. J'ai passé un article là-dessus, un texte là-dessus lundi, en fait, et puis j'ai demandé à plusieurs directeurs gérants ainsi que quelques agents justement à cette question, Anthony. Puis écoute, les réponses ont été un peu mixtes parce que c'est dur à dire l'avenir, mais la raison que je voulais écrire là-dessus, c'est que 2 raisons. Numéro 1, on n'a pas eu la réaction à travers de la Ligue après ces offres hostiles comme on a habituellement. Tu sais, lorsque le Canadien avait fait l'offre hostile avec Sébastien Aho, Marc Bergevin, ça avait fait critiquer par plusieurs équipes qui ont dit « Pourquoi tu fais ça? Ça vaut pas la peine. La Caroline va matcher. » Et puis, ensuite, la Caroline nous a fait critiquer encore plus pour leur revanche sur le Canadien avec l'offre hostile sur Kotkaniemi. Alors, toute cette affaire-là, surtout Tom Dundon, là, le propriétaire des Hurricanes, qui a vraiment été critiqué pour la façon qu'il a réagi. On n'a pas vu ça du tout avec Saint-Louis Edmonton. Premièrement, Stan Bowman, j'en ai parlé avec lui il y a quelques semaines, Stan Bowman m'a dit « Aucune question d'une revanche sur les Blues. C'est la business. On comprend. J'ai rien contre Doug Armstrong. Ça ne donne rien d'essayer de planifier une revanche contre les Blues. Ça ne va pas aider les Oilers Edmonton. » Alors lui, Stan Bowman a tout fait pour... Il n'y a pas d'argent. Sam Bowman pourrait bien dire le contraire. Il n'y a pas d'espace non plus. C'est facile pour lui de dire « je ne planifie pas une revanche. » Ouais, dans 2-3 ans, peut-être ça va être différent. Par exemple,
exemple, on se rappelle de la Caroline, il a entendu quelques années Scott Kenyami. Mais Stan Bowman promet que c'est même pas une pensée. Il y a beaucoup de respect pour Doug Armstrong. Puis l'autre chose là-dedans, c'est que je me demande si le fait que c'est Doug Armstrong qui a fait les œuvres aussi. Doug Armstrong, c'est le directeur gérant probablement le mieux respecté dans la Ligue nationale, lui et Lou Lamoriello. C'est Doug Armstrong qui a formé le comité exécutif des directeurs gérants, le petit groupe des directeurs gérants, il n'y en avait pas avant. C'est toujours Doug Armstrong qui est impliqué dans ces dossiers-là. C'est évidemment le DG de l'équipe olympique canadienne. Puis je me demande le fait que c'est lui qui l'a fait, ça a comme descendu aussi la température là-dedans, que les autres équipes le respectent tellement que tout à coup, les offres hostiles sont correctes. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un texte là-dessus, juste pour voir les réactions en autour de la Ligue. La plupart des DG qui m'ont répondu, ils ont dit, écoute, ça a toujours été là, ça va toujours être là. Je pense pas que ça va changer d'une façon ou l'autre. Mais l'agent Alan Walsh, par exemple, m'a donné toute une réponse. Et en fait, a dit que ça va tout changer, selon lui, qu'est-ce que les Blues ont fait. Parce que Alan Walsh a dit qu'il a entendu, lui, il a communiqué avec des propriétaires d'équipes nationales qui ont dit « Pourquoi que notre équipe, on n'a pas fait ça? Mm-hmm. » Et puis, il y a des conversations peut-être inconfortables entre les propriétaires et des directeurs généraux après que les Blues ont fait leur coup. Et puis, selon Alan Walsh, ça va mettre la pression sur les équipes d'essayer un peu plus fort avec les offres hostiles dans les prochaines années. Je ne suis pas convaincu de ça, moi, Anthony. Je pense que ce qui est difficile avec les offres hostiles, oui, peut-être que mentalement, Doug Armstrong a comme un effet que ça va être plus accepté parce que lui, il l'a fait. Mais la réalité, c'est qu'il y a tellement de choses qui doivent arriver pour un offre hostile d'avoir un succès. Premièrement, le joueur doit vouloir signer avec une autre équipe. Exact. Puis c'est incroyable comment rare que les joueurs sont prêts à avoir un manque de loyauté de même à cet âge-là. D'habitude, c'est des jeunes joueurs, évidemment. Deuxièmement, il faut que tu sois tellement sûr de ton coup que l'équipe que tu vas coincer n'a vraiment pas d'option. Ça aussi, je pense que ça va être de plus en plus rare maintenant que le plafond salarial monte à 4-5 millions par année. T'sais, une des raisons que le Oilers est totalement coincé aussi, qu'on a eu 3-4 ans après la pandémie où le plafond salarial n'a quasiment pas monté, puis les salaires, il y avait des équipes coincées. Les équipes vont être de moins en moins coincées, selon moi, dans les prochaines années. Alors, quand on regarde la recette qu'on doit avoir pour aller faire des offres hostiles, je pense que ça va être quand même difficile, même si mentalement, peut-être c'est plus accepté à cause de Doug Armstrong. Ouais. Et du côté des Blues, dans tout ça, ça te permet d'avoir encore une équipe qui est compétitive parce qu'eux, on n'abandonne pas sur les playoffs. On veut encore faire les séries éliminatoires, puis on croit que Holloway et Broberg, ce sera des éléments importants de notre formation. Justement, c'est vraiment au cœur de ce que Doug Armstrong m'a dit sur l'idée des offres hostiles de cet été, c'est que on ne rebâtit pas à Saint-Louis. Oui, on se rajeunit, c'est évident dans ce qu'on fait dans les 2-3 prochaines dans les dernières années, mais les Blues l'an passé qui ont quand même eu une saison compétitive. C'est l'idée qu'on essaie d'amener l'équipe avec plusieurs joueurs dans leur vingtaine dans la prochaine époque des Blues. Alors, c'est la raison que ça fait du sens pour Saint-Louis uniquement d'aller chercher Holloway et Broberg parce qu'on ne veut pas 5, 6, 7 ans et tout défaire et d'essayer d'avoir le premier choix. On a décidé à Saint-Louis, dans leur marché, que c'est pas quelque chose que les partisans voulaient, qu'on veut essayer d'être compétitif et de se rajeunir. C'est difficile à faire. Les Bruins l'ont comme fait pas mal là, durant les 15 dernières années. Les Bruins n'ont jamais vraiment rebâti, mais ont été capables de remplacer des joueurs. Les Capitals de Washington essaient de le faire. Puis quand même, je donne aux Capitals du crédit parce que moi, je pensais que c'était une franchise qui était pour s'écraser parce qu'on voulait tellement on est tellement concentré sur Ovechkin et sa course au record de Gretzky. Mais on a changé beaucoup de joueurs à Washington. C'est une équipe qui est plus jeune. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une équipe qui est beaucoup meilleure, mais c'est une équipe qui a surpris en avoir fait les séries dans le passé. Ouais. Moi, je pense que l'échange pour Pierre-Luc Dubois est très intéressant. On verra. Mais c'est des façons chez les Capitals de changer le noyau sans
rebâtir. Puis je vais te dire une chose, Anthony, quand je parle aux dirigeants d'équipe, oui, tu as le modèle San Jose, on a tout défait, on rebâtit avec Celebrini, etc. Il y a beaucoup de dirigeants d'équipe qui croient que dans l'avenir, qu'on ne voudra pas faire le rebâtissage au complet. Ouais. C'est l'affaire qui prend 5, 6, 7, 8 ans. Ouais. Que c'est moins en moins populaire quand on parle avec nos propriétaires que essayer de faire un peu, d'ailleurs, comme le Canadien. Le Canadien, c'était pas un rebâtissage à 100%. Oui, c'était rajeunir, rebâtir, mais on veut rentrer, ça rentre assez vite fait chez le Canadien. Je pense que c'est le nouveau modèle, ça. On n'est pas comme les Blackhawks de Chicago qui ont transigé de Brinkat, Kirby Dack pour vraiment mettre le club à terre pour se donner le plus de chances possible d'atterrir avec Connor Bedard. Pierre, je te parlais un peu plus tôt des compensations que je trouvais relativement faibles. Un choix de deuxième tour et un choix de troisième tour. Immédiatement après que ça se soit concrétisé, les Oilers et les Blues ont fait une autre transaction séparée qu'on mentionne. Paul Fisher et un choix de troisième tour contre des considérations futures. Est-ce qu'on se sentait mal du côté de Doug Armstrong puis on voulait rajouter un petit peu au paquet? Là? Parce que de l'extérieur, en tant que partisan, j'avais vraiment l'impression que c'était comme « OK, je t'en ai passé une belle, là, je suis désolé, je te rajoute maintenant d'autres éléments pour que ça se fasse un petit peu moins mal. » Ouais. Ben, écoute, Doug Armstrong n'a pas confirmé ça publiquement. Et c'est l'impression que j'ai, oui, qu'après que ça a été fait, je pense qu'il y a eu une conversation. C'est des amis, d'ailleurs, Stan Bowman et Doug Armstrong. Beaucoup de respect entre les deux. Je pense qu'il y a eu une conversation de dire, bon, y a-t-il quelque chose que tu as besoin? L'autre chose aussi qui est arrivé, c'est que Doug Armstrong, 1 heure avant que les offres faciles ont été annoncées, avait donné un appel à Stan Bowman pour l'avertir, pour que lui puisse avertir son organisation pour pas qu'on ait complètement surpris. Pour que le propriétaire soit au courant. Ça, c'est ça. Ça n'arrive pas toujours, ça. Alors ça, c'est aussi c'est l'une des raisons pourquoi il y a tellement de respect de Doug Armstrong à travers la Ligue. Alors, écoute, c'est vraiment la première fois que je me rappelle qu'on a des offres hostiles sans émotion, sans vent de revanche. Écoute, on se rappelle qu'entre Brian Burke et Kevin Lowe, à l'offre hostile de Dustin Penner, il y avait véritablement des conversations d'aller se battre dans une grange. Puis, je me rappelle, j'écrivais des articles là-dessus quand j'étais à la presse canadienne. C'était vraiment incroyable comme scénario entre les Ducks et les Oilers. On se rappelle aussi, justement, cette année, il vient de sortir un film documentaire sur Joe Sakic qui avait eu la fossile des Rangers de New York en 1990, 21 millions, 3 ans. L'Avalanche qui n'avait aucun argent, qu'on avait peur de le perdre. Je ne devrais même pas en parler avec mon gilet des Nordiques, là, mais l'Avalanche qui a quasiment perdu Joe Sakic aux Rangers, mais à cause du succès du film avec Harrison Ford, Air Force One, qui a été lié au propriétaire d'Avalanche. C'est tellement fou comme histoire que l'Avalanche ont décidé de matcher. Ouais. Puis de garder Joe Sakic. Puis évidemment, on n'aura pas eu d'autres Coupe Stanley, un autre Coupe Stanley au Colorado sans Joe Sakic. Ah, ça, c'est un excellent documentaire. Si vous ne l'avez pas vu à la maison, je vous le conseille assurément. Pierre, on a beaucoup parlé de contrats. Je vais t'amener sur les essais professionnels, les fameux PTO. Un gars qu'on n'a pas vu là, dans la Ligue nationale de hockey l'année dernière, c'est Phil Kessel, l'homme de fer de la Ligue nationale de hockey. Sa séquence, c'est-tu techniquement arrêté s'il a pris une pause, s'il recommence? Est-ce que sa séquence se poursuit? Question technique. Sa séquence se poursuit parce que c'est un record de saison régulière. Évidemment, il s'est fait laisser de côté durant une série en 2023 avec Vegas, mais c'est un record de saison régulière. Alors ça continuerait. En fait, son agent explique aux équipes présentement, parce qu'il y a des discussions avec des équipes qui ont un peu d'intérêt, que Phil Kessel, c'est fini cette affaire-là, là, où c'est important pour lui. Il veut simplement jouer un rôle avec une équipe. Il comprend peut-être qu'il doit passer des soirées dans la passerelle. Il pense qu'il peut aider une équipe. Il pense qu'il peut encore aider un avantage numérique. Alors, il s'entraîne en Arizona. Alors, il est prêt à faire un essai professionnel pour se prouver. Alors, on verra. Écoute, je pense que les équipes sont inquiètes. Il n'y a pas joué un match depuis avril 2023. Mm-hmm. Alors, je ne suis pas prêt à dire que ça va arriver, c'est sûr, mais je voulais seulement partager le fait là, cette semaine d'avoir parlé avec son agent qui dit que
il y a quand même Phil Kessel n'est pas prêt à prendre sa retraite. On verra. On espère de le voir. Ben oui, surtout qu'il pensait pendant un certain moment là, aller du côté de la Ligue 3 contre 3, qui finalement n'a pas vu le jour. Fait que ça l'a chopé à ce moment-là avec Kessel. On verra si une équipe va s'entendre avec lui. Un qui a un essai professionnel qui, disons-le, a de bien meilleures chances de signer. C'est pratiquement déjà fait. C'est Max Pacioretty avec les Maple Leafs de Toronto. Bon, pour l'instant, il est encore au statut d'essai professionnel. À quel genre de contrat tu t'attends lorsque les deux vont se serrer la main, Pierre? Ben, écoute, je veux faire attention de pas trop en dire, là, mais disons que c'était pas vraiment un vrai essai professionnel, Anthony, cette affaire-là avec Max Pacioretty. Je pense qu'il y a eu des conversations assez détaillées entre l'agent de Pacioretty et les Leafs pour comprendre au moins, peut-être pas sur papier, là, mais comprendre entre les deux côtés que Pacioretty va faire l'équipe. Mm-hmm. Mais on attend, je pense, pour donner les Leafs une flexibilité avec le plafond salarial. Les Leafs sont toujours coincés. Puis, plus proche du début de la saison, on peut comprendre ce que les Leafs doivent faire pour maximiser leur flexibilité avec le plafond salarial. Ça va affecter le contrat de Patrick dans le sens que combien de boni, est-ce que salaire, boni, comment on va vouloir faire la structure de ça, c'est ça qu'on attend. Mais Pacioretty va signer un contrat avec les Leafs, c'est presque garanti. Donc là, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à du mouvement, qu'à quelqu'un qui va quitter les Leafs pour y faire de la place? C'est-tu la raison pour laquelle, au moment où on se parle, l'entente n'est pas encore officielle? Ben, je suis pas sûr de ça. Je pense que ça a plus à faire avec le fait que le plus loin que tu attends, plus proche du début de la saison, pour annoncer tous tes salaires puis ta formation, ça a à faire avec les règlements du plafond salarial du début de la saison. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, ça a à faire avec ça, là. Mais tu as raison, par exemple, que moi, quand je regarde le camp d'entraînement des Leafs, je vois trop de joueurs d'avant. On sait que Nick Robertson, malgré du fait qu'il a signé avec les Leafs, à reculons, mettons, a quand même fait une demande d'échange durant l'été, puis je suis pas convaincu qu'il ne serait pas content de se faire échanger à quelque temps. Fait que, tu sais, est-ce que c'est un joueur que les équipes pourraient venir essayer de chercher, puis proche du 8-9 octobre, quand on se rencontre peut-être chez nous, certaines on pensait que ce jeune espoir était prêt à la Ligue nationale, là on se rend compte qu'il doit aller dans l'américaine. Il y a toutes sortes de décisions de même qui arrivent plus proche du 8-9 octobre, après le camp d'entraînement. Fait que c'est à suivre. Ou peut-être que Nick Robertson joue la saison à Toronto, puis ensuite on revient là-dessus l'été. Parce que clairement, le 875 000 qui lui a été octroyé n'était pas le montant visé dans le clan Robertson, mais il était coincé. Il n'avait pas vraiment d'outils à sa disposition. On verra comment ça va évoluer à ce niveau-là. Pendant qu'on parle des Leafs, Austin Matthews, hier, a quitté la pratique. Craig Berube a avancé que c'était pas sérieux dans son cas. Je ne sais pas si tu as des détails à ce niveau-là. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il soit en uniforme pour le premier match? On dit que c'est pas sérieux. Okay. Oui, on dit que c'est pas sérieux. On veut juste faire attention parce que c'est le camp d'entraînement. Ça ne donne rien de pousser les choses, mais on dit que c'est pas sérieux. OK, excellent. Pierre, je te ramène sur le ubet.io. C'est des endroits où est-ce que tu peux placer des hot bets avec des codes boostés chaque semaine sur les matchs les plus chauds. Donc, une manière stylée de faire du cash facilement sur les matchs de la Ligue nationale de hockey. On a eu une nouvelle dans les derniers jours comme quoi le repêchage serait maintenant décentralisé. Malgré que les fans ont adoré l'expérience à Vegas dans la sphère, moi, personnellement, j'ai été renversé par le spectacle, ce que ça a été. Ça a été pour vrai, ça a été poustouflant ce qu'on a fait. On a décidé d'aller dans l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'on décentralise le repêchage exactement, Pierre? Ben justement, mardi, j'ai confirmé avec la Ligue nationale que c'est fait, c'est 100%. On va décentraliser pour au moins cette année. Là. Puis pourquoi ça, la Ligue ne m'a pas partagé, à part du fait que c'est quand même, selon la Ligue, encore ce qu'on souhaite parmi la majorité des équipes. C'est intéressant parce qu'après le repêchage aux sphères, j'ai eu tellement des gens d'équipe qui m'ont dit je pense qu'on doit penser à ça avant qu'on décide de changer le format parce que c'était tellement spécial. Mais il y a deux choses à retenir là-dedans. Premièrement, il faut comprendre que les coûts pour avoir le repêchage aux sphères étaient au niveau que je m'ai fait dire que Kerry Bettman et Bill Daly ont dû avoir
comme le feu vert spécial du comité des propriétaires pour les coûts qu'on a dû effrayer pour le repêchage aux sphères. C'était pas un repêchage normal financièrement. Alors ça, c'est à retenir, là, parce que je pense pas qu'il y ait bien des gens qui comprennent ça. Deuxièmement, la façon que les gouverneurs fonctionnent, on a eu un vote l'année passée parmi les 32 équipes pour changer le format du repêchage. Je pense pas que ça arrivé dans l'histoire de la Ligue nationale, puis j'ai peut-être pas raison, là, mais d'avoir un autre vote 6 mois plus tard pour défaire un vote qu'on vient d'avoir sur un format qu'on n'a même pas essayé. Tu sais, je veux dire, la Ligue nationale ne sont pas dans l'habitude de faire des votes à gauche et à droite puis changer d'idée sans même, tu sais, backer le vote original. Le vote original l'année passée, ça a changé le format. Alors, c'est pour dire que je pense que se doit d'essayer un nouveau format avant d'avoir cette conversation d'être prêt à peut-être aller au vieux encore une fois. Puis c'est possible. Peut-être que les gens ne vont pas aimer ça l'année prochaine, au mois de juin. Mais l'autre chose là-dedans, c'est que faut se rappeler que c'était pas la Ligue nationale qui avait cette idée de changer. Les équipes qui ont mis de la pression sur la Ligue nationale d'avoir ce vote. C'est les équipes qui ont été à la Ligue nationale et ont dit il y a tellement de gens qui viennent maintenant au repêchage pour chaque formation. Ça coûte cher. Est-ce qu'on devrait faire comme le football, les autres sports, puis rester dans nos marchés avec notre équipe? Oui, puis sauf erreur, ils l'ont essayé pendant la COVID, puis ils ont apprécié le format. Oui. Oui, mais là, évidemment, ça, c'était quand même unique parce que même les jeunes espoirs n'étaient pas ensemble. Tu sais, avec le nouveau format, on va avoir tous les jeunes espoirs qui sont repêchés dans une ville. Un peu comme qu'on voit au NFL, là, où ils vont aller sur l'estrade, ils vont se faire repêcher, Gary Bettman va être là, etc. Mais tous les 32 marchés vont être chez eux, les directeurs généraux, toute l'organisation va être chez eux dans leur marché. Il va y avoir des partisans dans chaque marché. Je crois qu'ils vont célébrer le repêchage et pour être dans leur marché, etc. Alors, ça va être différent, mais chez les équipes, on croit on va sauver beaucoup d'argent en faisant ce format. Puis, comme je dis toujours, commence avec l'argent, ensuite réponds au restant de la question. Alors, c'est une façon de sauver de l'argent. Ça ne veut pas dire que c'est garanti qu'on va décentraliser pour toujours. Là. Ils vont le faire cette année, on verra. Clairement, je pense que pour les GM, pour les scouts, ça va être plus facile de pouvoir parler à haute voix, sans avoir à chuchoter à la table, d'avoir un plan précis. Ne serait-ce que pour les transactions, d'avoir une discussion ouverte avec tout le monde. On a ça sur la table, qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour toi, en tant qu'informateur, ça doit être plate quand même de ne pas avoir le concentré de tous les DG, les agents au même endroit. Est-ce que ça complique ton travail? Non. Je vais te surprendre avec ma réponse, mais moi, personnellement, puis je ne parle pas pour les partisans ou pour personne d'autre, mais pour moi, personnellement, je suis content. Je suis soulagé de ce nouveau format. Moi, j'aime mieux travailler ici, dans mon bureau, dans mon bureau à maison, sur mon téléphone, parce que qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années repêchage, c'est que c'est pas comme les années dans le passé. Dans le passé, oui, il y avait 3-4 hôtels où tous les dirigeants et les agents se trouvaient. C'était facile à naviguer, où je savais que j'étais pour pouvoir avoir des conversations en personne durant la semaine avec tous ces gens parce que tout le monde était pas mal centralisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? À Las Vegas, l'année passée, absolument, mais même à Nashville, il y avait comme 12 hôtels où que les gens étaient tous séparés. Ça a devenu, comme informateur, plus difficile à pouvoir voir plus que 3 ou 4 personnes par jour parce que tout le monde est tellement tout partout dans la ville que les logistiques d'arranger ça a devenu beaucoup plus difficile au point que c'était plus facile pour quelqu'un d'une équipe me dire je t'appelle dans 5 minutes. Fait que j'ai passé 90% de mon temps à Nashville, Vegas, c'est passé dans ma chambre d'hôtel. Je comprends. Sur mon téléphone. Fait que tant qu'à ça, moi, je suis soulagé quand on s'en va à ce format-là. Je vais être chez nous, je vais avoir toutes mes choses au téléphone, puis je vais être capable d'avoir mes informations. Mais ça, c'est pour moi comme informateur. Je comprends que comme partisan, puis pour d'autres gens dans la Ligue nationale qui sont déçus, je comprends ça. Je suis absolument d'accord avec eux autres. Mais tu m'as demandé une question pour mon métier. Personnellement, moi, je suis content qu'on va à ce format-là.
Et c'est pour ça que j'apprécie la réponse. Pierre, merci beaucoup pour ta participation à ce tout nouveau podcast, le podcast Radar. Je ne sais pas si vous avez apprécié à la maison, mais moi, j'avais clairement le meilleur siège en ville. Moi, j'ai adoré ça, puis je pense qu'on va avoir une belle année ensemble, Pierre. J'ai hâte. On a ça pour 3 heures aujourd'hui, mais on va en garder pour la semaine prochaine. Alors, écoute, j'espère que tout le monde va aimer ça, mais écoute, je suis fier de faire partie de l'équipe BPM Sport et puis j'ai hâte à la semaine prochaine. Bienvenue dans la commission athlétique. Merci beaucoup à tout le monde à la maison d'avoir été avec nous en si grand nombre et on se donne rendez-vous dans une semaine pour une autre édition du podcast Radar.